Oui, l'oubli c'est le drame, hein, puisque vous savez que vérité en grec ça se dit aletheia, et que contrairement à ce que dit Heidegger, aletheia c'est pas exactement le dévoilement, c'est avant tout, principalement la mémoire. Les eaux du fleuve Léthé étaient les eaux oublieuses, donc ne pas passer dans les eaux du fleuve Léthé, c'est d'abord se souvenir. Et effectivement, cette organisation de l'oubli, c'est vraisemblablement une des causes premières de notre indifférence. Et là, ce qui se dessine en creux, c'est une réappropriation du politique, en réalité. Vous savez, c'est très compliqué parce que dans l'état actuel des choses, les grandes entreprises sont finalement plus puissantes que des États. Et quand il y a même une inadéquation entre les lois locales et les lois de ces systèmes macroéconomiques, elles ne sont plus jugées par des tribunaux habituels, mais par des tribunaux transnationaux qui sont soumis à une juridiction différente. Donc, quelque part, le politique, au sens le plus fort du terme, sur les questions les plus fondamentales, nous a déjà en partie échappé. Alors, moi, je crois que le rôle du philosophe, c'est un peu le même que le rôle de l'historien, puisqu'on parle de mémoire, tel que le proposait Howard Zinn, qui est un historien américain. Il disait, le rôle de l'historien, moi j'adore cette phrase, c'est pas de montrer l'enchaînement causal de ce qui s'est passé. On ne comprend jamais rien en fait. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi l'assassinat de l'archiduc a créé la Première Guerre mondiale. J'ai toujours pas compris le rapport en fait. Donc, c'est pas d'essayer d'expliquer comme ça une causalité qui est toujours un peu bidon. C'est en fait de montrer que les choses auraient pu être autres. C'est de réintroduire de la contingence. C'est de nous dire, ça s'est passé comme ça, bien sûr, il faut le savoir, parce que les faits sont les faits quand même. Ça s'est passé comme ça, mais ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Et je trouve que c'est ça aujourd'hui le rôle du philosophique par rapport à cet oubli organisé, donc à cette dénégation, donc à ces puissances d'ostracisation finalement d'une partie des vivants, c'est de dire c'est ainsi, nous sommes les héritiers de ça, mais ça ne va pas de soi. Je prends juste un exemple trivial, si vous le permettez, en 30 secondes, c'est celui de notre alimentation. J'y reviens, mais pour moi, il est fondamental parce que l'alimentation a une charge symbolique qui est considérable. Et donc, nous sommes ce que nous mangeons, hein, ça ne veut pas rien dire. Aujourd'hui, et je le dis évidemment sans la moindre ébauche d'embryon d'agressivité, mais quand même, l'alimentation carnée est indéfendable. Elle est dramatique d'un point de vue éthique pour les animaux, parce que le pire, c'est pas les conditions de mise à mort. Hein. Le pire, c'est que les animaux n'ont pas eu de vie avant la mort. Vous savez, le corps d'un lapin, il est fait pour bondir, il est fait pour ça. 99% des lapins qui vivent en France aujourd'hui n'ont pas bondi une seule fois. Ils n'ont pas pu bondir une seule fois. Il n'y a pas eu de vie avant la mort, ce qui est beaucoup plus grave. C'est une sorte de crime contre l'ontologie de la vie en elle-même. Bon, il y a le problème de la santé publique. On sait aujourd'hui, c'est les chiffres OMS, hein, qu'on aura une chute de la mortalité entre 8 et 11% si on devenait végétarien. Il y a le problème écologique global, puisque l'industrie de la viande est plus polluante que celle des transports. Donc, quel que soit le prisme... Et puis, il y a le problème de l'alimentation aussi. Hein. Évidemment, on arrêterait de mourir de faim, on était tous végétariens, parce qu'on aurait beaucoup plus de ressources caloriques. Donc, quel que soit le prisme sous lequel on le regarde, c'est indéfendable. Et pourtant, on est presque tous ici des gens bien, parfaitement respectables et parfaitement conscients et parfaitement éduqués. Et ce soir, 90% d'entre nous vont manger de la viande. Et donc là, il y a quand même un moment, je crois, où il faut peut-être que le passage entre le philosophique et le praxéologique, on se l'impose, tout simplement.